Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh ben écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Êtes-vous désormais plus proche d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? Écoutez, j'espère vraiment et je crois sincèrement que c'était une réunion importante. À la Maison-Blanche, ce 18 août, avec le président Zelensky, le président Trump et une série de dirigeants européens présents. Nous voulons tous la paix, tous autant que nous sommes, depuis le premier jour. Et cela est très important. Deuxièmement, nous sommes tous très clairs sur le fait que nous voulons arrêter les tueries le plus vite possible. Vous pouvez appeler cela un cessez-le-feu, une trêve, un armistice, mais nous voulons mettre fin à ces tueries. Troisièmement, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous voulons une paix solide et durable, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de paix sans ce que nous appelons des garanties de sécurité. Pourquoi ? Parce que nous voulons préserver l'Ukraine du risque d'une nouvelle agression après cette paix et nous voulons contenir la Russie en tant que puissance agressive vis-à-vis du reste de l'Europe. Voici nos objectifs. Et je pense que nous avons progressé car nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Premièrement, travailler très activement sur les garanties de sécurité. Donc à partir de demain, nous allons travailler très activement. Et vous savez, nous avons lancé en février de cette année cette coalition des volontaires. Nous avons maintenant 30 pays et nous partageons la direction de cette coalition avec le Royaume-Uni. Et cette coalition va désormais travailler très activement avec les États-Unis d'Amérique, ce qui est une excellente nouvelle. Afin de pouvoir, le jour où nous aurons un accord de paix, fournir ensemble ces garanties de sécurité. Et deuxièmement, nous avons également décidé qu'une rencontre bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine serait organisée. Et c'est le résultat clair de la discussion à la fin de notre réunion entre le président Trump et le président Poutine. Et cette rencontre bilatérale sera suivie d'une réunion trilatérale entre le président Zelensky, le président Trump et le président Poutine. Et je propose également, en guise de suivi, que nous élargissions et organisions une réunion multilatérale. Parce que les Européens, probablement les Turcs ainsi que d'autres, doivent être autour de la table. Parce que nous ne parlons pas seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais de la sécurité de toute l'Europe. Donc sur tous ces points, nous avons eu une convergence claire. Et pour moi, il était très important aujourd'hui, après la rencontre entre le président Trump et le président Poutine en Alaska, d'avoir cette convergence claire entre l'Europe, l'Ukraine et les États-Unis. Sur ces résultats clés, Je veux approfondir tous ces sujets. Je dois vous demander, le président Trump a été entendu au micro en train de vous parler et il a dit, je cite, « Je pense qu'il veut conclure un accord » en parlant de Poutine. Je pense qu'il veut conclure un accord avec moi. Vous comprenez, aussi fou que cela puisse paraître. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand il vous a dit cela? je pense qu'au bout du compte, si nous avons un accord qui respecte cette paix durable et solide, c'est une excellente nouvelle. Et votre président, en effet, est très confiant quant à sa capacité à conclure cet accord, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous, et peut mettre fin, je dirais, à ces tueries quotidiennes, qui sont la responsabilité de l'agresseur russe. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Mon point de vue, et c'est pourquoi nous avons travaillé si dur ces derniers mois, et nous avons besoin de cette convergence, c'est pour nous assurer que cet accord ne soit pas préjudiciable à l'Ukraine et à l'Europe. Et nous tous, nous voulons un accord, et nous voulons un accord de paix. Mais nous voulons nous assurer que cette paix, et donc cet accord, sera quelque chose qui permette aux Ukrainiens de récupérer leur pays et de vivre en paix, s'assurer qu'au lendemain de cet accord de paix, ils disposeront d'une puissance de dissuasion suffisante pour ne pas être attaqués à nouveau et garantir aux Européens qu'ils vivront dans la paix et la sécurité. C'est donc la nature de la paix qui sera désormais au cœur de notre travail. Mais je pense que c'est une excellente nouvelle. Et en effet, votre président est très confiant quant à sa capacité à conclure cet accord avec le président Poutine, et c'est formidable. Parlons des enjeux. Vous avez été très ferme.
Vous pensez toujours qu'un cessez-le-feu est nécessaire. Le président Trump, en route pour l'Alaska, a déclaré qu'il souhaitait qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu. Sinon, a-t-il dit, il y aurait des conséquences très graves. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu soit encore possible? Je l'espère. Appelons cela une fois de plus une trêve ou un cessez-le-feu, mais il faut arrêter les tueries. D'abord pour des raisons humanitaires. Ensuite, parce que si nous voulons des discussions sincères, raisonnables et globales afin de construire la paix, on ne peut pas organiser ce dialogue au milieu des bombes. Écoutez, aujourd'hui, nous étions avec le président Zelensky. Le président Trump a appelé le président Poutine à la fin de notre réunion et nous sommes revus juste après cet appel. Pendant ce temps, l'armée russe a organisé une série de frappes contre des civils en Ukraine. Il est donc impossible pour un président ukrainien et des responsables ukrainiens de discuter de paix alors que leur pays est en train d'être détruit et que leurs civils sont tués. Tous les dirigeants européens ont insisté aujourd'hui auprès du président Trump sur ce point et ont exigé qu'il continue de faire pression sur Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Dès maintenant. Je serai très clair à ce sujet. Le président Trump a été le premier à proposer un cessez-le-feu en février. En mars, le président Zelensky a accepté le cessez-le-feu inconditionnel à Doha. Celui qui a toujours refusé un cessez-le-feu. C'est le président Poutine. Alors, le président Trump devrait-il imposer des sanctions? Et le président Trump a été très clair sur le fait qu'après l'Alaska, sa perspective n'est pas seulement d'obtenir un cessez-le-feu, mais un accord de paix, ce qui est bien plus global. Donc cela pourrait être une bonne nouvelle, mais il est clair qu'un accord de paix ne sera pas rédigé du jour au lendemain. Cela prendra du temps, probablement quelques jours, quelques semaines. Et pendant cette période, nous avons besoin d'une trêve. C'est pourquoi je parle de trêve. Et non de cesser le feu, si l'on veut utiliser des mots différents, mais il faut arrêter les tueries. Nous sommes donc tous d'accord avec votre président sur le fait qu'il faut augmenter la pression pour arrêter les tueries et lancer un processus en vue d'un véritable accord de paix. Voilà donc nos objectifs. Peut-il y parvenir? Pouvez-vous faire pression sur Poutine sans... Je suis tout à fait favorable au fait que si à la fin il n'y a pas de progrès sérieux lors de la réunion bilatérale ou s'il y a un refus de la réunion trilatérale et ou si les Russes ne respectent pas cette démarche, alors oui, nous devons renforcer les sanctions, qu'elles soient secondaires ou principales, afin d'accroître la pression sur les Russes pour qu'ils agissent. Et parfois, je suis très choqué, je dois le dire, par le fait que beaucoup de gens peuvent présenter quelque chose comme juste une guerre entre deux camps, alors qu'il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un pays qui a décidé de tuer des gens, de s'en prendre à des enfants, et qui refuse ce cessez-le-feu et la paix. Nous ne pouvons donc pas simplement mettre l'Ukraine et la Russie sur un pied d'égalité. Permettez-moi de vous interroger sur la discussion concernant les garanties de sécurité. Qu'avez-vous exactement accepté en ce qui concerne les garanties de sécurité? Est-ce que cela signifie des troupes européennes? Et est-ce que cela signifie des troupes américaines? Des troupes? Écoutez, je pense que c'est pour moi un progrès très important de ces derniers jours que votre président ait exprimé un engagement clair des États-Unis et à faire partie des garanties de sécurité. C'est tout à fait nouveau. Et en février dernier, lorsque j'ai pris la responsabilité de rassembler une série de dirigeants européens avec le président Zelensky à Paris, puis nous avons poursuivi à Londres et créé cette coalition de volontaires. Et c'était une réaction aux sentiments que nous avions, que nous pouvions percevoir, une tentation d'aller vers une paix rapide, mais sans aucune garantie pour l'Ukraine. Et nous savons ce que cela signifie. C'était la Géorgie en 2008, mais c'était aussi la Crimée en 2014. Nous avons la certitude absolue que si l'on conclut un accord de paix sans garantie de sécurité, la Russie ne respectera jamais sa parole, ne tiendra jamais ses propres engagements. C'est donc pour nous totalement crucial et c'est une partie essentielle de tout accord
pour l'Ukraine et pour les Européens. C'est une question de notre propre sécurité. C'est donc un progrès très important de ces derniers jours que les États-Unis soient désormais prêts à en faire partie. Des garanties de sécurité. Nous avons travaillé avec la coalition des volontaires coprésidée par le Royaume-Uni et la France et nous avons une vision très claire du contenu de telles garanties de sécurité. Le premier pilier, c'est l'armée ukrainienne. La première garantie de sécurité pour l'Ukraine et l'Europe est de disposer d'une armée ukrainienne importante, capable de résister à toute nouvelle agression et de créer un effet de dissuasion face, à toute tentative d'agresser à nouveau l'Ukraine. Nous avons donc travaillé sur le format de cette armée. Et en fait, ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait aucune limitation en termes de nombre de soldats, de munitions, d'équipements, etc. Et qui est prêt à aider les Ukrainiens sur quoi? Formation, équipement, système patriote, SAMTI, système de nouvelle génération, avions, etc. afin de disposer de cette armée ukrainienne solide. Le deuxième pilier consiste à s'assurer que dans les airs, en mer, sur terre, nous bénéficions du soutien de tous les différents partenaires clés de la coalition, de ceux qui sont prêts à venir et à soutenir. Soutenir les forces ukrainiennes sans se substituer à elles. Et l'obsession. Et la première priorité n'est pas d'avoir nos soldats sur le terrain, mais de s'assurer que nous menons des opérations régulières. Ce sont en quelque sorte une garantie ou un signal stratégique indiquant qu'il ne s'agit pas simplement d'un bout de papier, que le jour où ils seront attaqués, nous serons là. Parce que ce bout de papier, nous l'avions déjà par le passé. Cela s'appelait l'accord de Budapest et cela n'a pas fonctionné. Nous voulons donc créer un signal stratégique clair de notre soutien à l'armée ukrainienne et à certains des acteurs clés des pays principaux. Une partie de la coalition des volontaires s'est déjà engagée à le faire. Le Royaume-Uni, la France, la Turquie par exemple, qui est un acteur très important en mer, et toute une série d'autres pays. Donc maintenant, à partir de demain, nous allons commencer à travailler avec les États-Unis. Tous les membres de la coalition des volontaires, c'est 30 pays, du Canada au Japon, à l'Australie et à de nombreux pays européens. Afin d'aller clairement dans le détail et de dire qui est prêt à faire quoi. Et cette première phase est très importante et devrait être finalisée avant la réunion trilatérale. Parce que ces garanties de sécurité sont celles qui permettront à l'Ukraine de se mettre en position de négocier. On me fait signe de conclure. Permettez-moi de vous poser une question. 2 questions en mode éclair. Comme vous l'avez dit, la Russie est l'agresseur dans cette situation. Et pourtant, le président Trump a évoqué la possibilité d'échange de territoire. Il y a des informations selon lesquelles le président Poutine souhaite conserver tout le territoire qu'il a occupé illégalement et même plus toute la région du Donbass. Est-ce inenvisageable? Et pourtant, la seule solution pour l'Ukraine serait-elle de céder une partie de... Le territoire, regardez, je ne vois absolument aucun échange significatif dans la proposition actuelle des Russes, sauf un échange qui est uniquement par rapport à ce qu'ils voulaient obtenir au départ, ce qui est tout à fait inacceptable. Mais permettez-moi d'être clair sur la question des territoires. Ils ont obtenu beaucoup de territoires après la première phase de la guerre, entre février et l'été 2022. Mais parce que l'armée ukrainienne et le peuple ukrainien se sont organisés de manière très impressionnante. Parce que nous avons mis en place un soutien sans précédent, ils ont réussi à les repousser à la fin du second semestre 2022. Et si vous prenez la situation entre novembre 2022 et aujourd'hui, plus de 1000 jours de guerre, l'armée russe a pris moins d'1% du territoire ukrainien, ce qui représente une très petite portion de la superficie totale du pays. Donc je veux que tous ceux qui nous écoutent et regardent votre émission soient conscients du fait que les Russes ne s'en sortent pas bien là-bas. Il y a 3 ans et demi, ils ont lancé une opération spéciale qui était censée durer 3 semaines. Et pendant les 1000 derniers jours, ils ont pris moins d'1% du territoire ukrainien. Donc tous ceux qui disent que les Ukrainiens ont perdu, qu'ils vont perdre, c'est totalement une fausse information. Maintenant, quand on parle de territoire, c'est au président ukrainien et au peuple ukrainien d'en discuter. Ce n'est pas mon rôle.
et il est absolument inacceptable que tous les dirigeants en discutent. Et votre président a aussi été très clair avant l'Alaska. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de souveraineté. Et troisièmement, le jour où nous commencerons à accepter la reconnaissance de territoires pris par la force, ce sera simplement la fin de l'ordre international. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles collectivement ailleurs, en Europe, en Afrique? Comment voulez-vous que nous puissions continuer à débattre sur Taïwan? Pensez-vous vraiment, encore une fois, que si nous reconnaissons une partie du Donbass ou de la Crimée, ou je ne sais pas quoi, et vous dites « OK » parce que c'est je ne sais pas quoi, l'énergie nucléaire, c'est OK, il n'y a plus d'ordre international. Ceci n'est pas conforme aux normes de l'ONU, charte. Et le lendemain, notre crédibilité collective, les États-Unis, les Européens, tous ces membres permanents du Conseil de sécurité seront totalement nuls face à tous les autres qui pensent que nous sommes le garant en dernier ressort de cet ordre international. Je termine mes dernières questions dans quelques secondes. Nous allons assister à cette rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky. Quel est votre niveau d'optimisme alors que nous sommes assis ici aujourd'hui quant à leur capacité à sortir de cette impasse? Regarde, moi d'abord, je pense que l'optimisme de votre président est à prendre au sérieux. Donc, si vous pensez qu'ils peuvent conclure l'affaire, c'est une excellente nouvelle. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour qu'un bon accord soit trouvé, conclu. Mais un bon accord, c'est un accord avec des garanties de sécurité et une paix solide. En ce qui me concerne, quand je regarde la situation et les faits, je ne vois pas le président Poutine vraiment disposé à instaurer la paix maintenant. Mais peut-être que je suis trop pessimiste. Mais je pense qu'il est très important de lancer ce processus. Je pense qu'il est important que nous construisions les garanties de sécurité. C'est un véritable tournant pour l'Ukraine et la sécurité européenne. Et je pense que nous devons lancer un processus avec cette réunion bilatérale et multilatérale. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra probablement augmenter la pression sur la Russie pour s'assurer qu'ils veulent la paix. Parce que tant que le président Poutine et ses proches considéreront qu'ils peuvent gagner cette guerre et obtenir de meilleurs résultats par la force, ils ne négocieront pas. C'est mon ressenti et ma conviction. Il est donc important de rester unis. C'est un message clé de la réunion d'aujourd'hui. Être lucide sur la situation. Être engagé, et nous le sommes. Et je ferai de mon mieux. Et la France fera de son mieux pour que les réunions bilatérales et trilatérales soient positives et pour obtenir des résultats dans ce sens. Mais nous sommes également prêts à renforcer les sanctions et les tarifs afin d'accroître la pression. Et je pense qu'il sera très important, en cas d'échec d'un tel processus, que votre président prenne également le relais et augmente la pression. Président Macron, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps ce soir. Merci. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. C'est un plaisir et merci beaucoup. C'est un sujet important et si vous me le permettez, juste un dernier mot. Je pense que ce qui se passe en Ukraine est extrêmement important pour le peuple ukrainien, évidemment, mais aussi pour l'ensemble de la sécurité de l'Europe, car il s'agit de contenir une puissance nucléaire qui a décidé tout simplement de ne plus respecter les frontières internationales. Et je pense que c'est très important pour votre pays, car il s'agit d'une question de crédibilité. La manière dont nous agirons en Ukraine sera un test pour notre crédibilité collective dans le reste du monde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êêtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.